Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Sport à la loupe avec Sandra et Jérôme. Aujourd'hui, on va parler de... Mais comment ça, le sport à la loupe? Non, ton mental à la loupe. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes également avec Jonathan Bellegroux. merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, c'est ton mental à la loupe. Et oui, une nouvelle chronique donc, du coup, qui va arriver pour cette saison 2023-2024. Est-ce que tu peux nous en dire plus d'ailleurs? Bien sûr, saison qui n'est pas anodine, vu qu'elle est une saison olympique. Il me semble. La petite kermesse de quartier Non, un peu moins de d'un l'été an, ouais. 2024. C'est ça, ouais. En effet, on avait échangé sur cette idée de parler du mental et non seulement parler du mental, mais aussi donner des explications sur ce qu'est la préparation mentale du sportif à travers toute une série d'épisodes. Et série d'épisodes d'ailleurs que les auditeurs vont pouvoir écouter, suivre et aussi tester, que vous soyez athlète professionnel et athlète amateur. Tout à fait. Et même, on va quand même traiter aussi des sujets qui touchent au quotidien, même les personnes qui font pas de sport ou autre. On va vraiment traiter du mental à proprement dit. On va vous expliquer les thèmes au fur et à mesure. Mais voilà, ça nous tenait à cœur aussi d'avoir cette petite chronique parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il y a les JO et on a envie de vous préparer tout simplement à participer aux Jeux Olympiques. Et pour ça, il faut avoir un bon mental. Je vois Jérôme qui rigole. Non, Si, Jérôme. Si. Je pense que j'irai pas au JO personnellement en tant qu'athlète, mais bon. Mais si, mais toi, t'es sur la ligne de départ, Jérôme, voyons. Non, mais tu sais, en plus, c'est amusant parce qu'effectivement, moi j'ai tendance à penser que à chacun ces Jeux Olympiques. Puisque, D'accord. bien sûr, les athlètes professionnels qui vont aller aux Jeux, ils ont des paramètres à prendre en compte, mais quelqu'un qui se fait son premier 10 km, son premier marathon, qui se remet à la course à pied, là, en ce moment, cet automne, il aura aussi quand même peut-être des clés à trouver dont il aurait besoin pour pouvoir ensuite rester en mouvement, se remettre au sport, et voire même dans d'autres disciplines de la vie au quotidien. Tout à fait. Alors je suppose que pour démarrer, on va peut-être commencer par le commencement et rentrer un peu dans ce mot mental et même préparation mentale, donc définir un peu ce que c'est, parce qu'on en parle beaucoup actuellement, c'est un peu des thèmes à la mode, on va dire. Ouais. On ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans en fait. Ah ouais, complètement. En fait, aujourd'hui, un peu tout est mental. C'est-à-dire, si je sors quelques instants du sport, Oui. un élève réussit moins bien, c'est mental. Et ça va être un problème de concentration, un problème d'attention, un sportif qui va commencer à avoir du stress et subir le stress, c'est mental. Un problème de motivation, c'est mental. Donc, effectivement, sur ce premier épisode, ça mérite de parler, d'expliciter qu'est-ce que le mental. Tout à fait. Vulgariser un petit peu aussi le mental. On entend beaucoup parler. Effectivement, comme tu le dis, toujours, nombre de fois où on nous a dit « Mais c'est mental, c'est mental. » C'est comme « Mais il faut sortir, il pleut dehors. » Mais c'est dans la tête. Tu penses qu'il fait chaud et c'est bon. Non, ça ne fonctionne pas. Mais tu vas nous donner les clés pour que ça fonctionne. Mais surtout, tu as raison, parce que le « c'est dans la tête », c'est pas très vrai. C'est-à-dire que c'est une ancienne réduction de pensée que de se dire que notre mental est dans notre tête. En fait, notre mental, ce n'est pas uniquement dans notre tête, c'est-à-dire c'est dans notre tête bien sûr, mais c'est aussi dans nos ressentis, dans nos émotions. Donc, plutôt que de définir le mental, on va plutôt définir qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, ce qu'on va y associer, ça va être l'ensemble des idées, et des images et des interprétations des situations qu'on va avoir. Par exemple, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Reste à la maison, il pleut, tire à courir demain ». C'est mental. Ça, on connaît ça tous. Voilà. Oui. Je veux On l'a tous vécu au moins une fois, ça. Et malheureusement. Ouais. Et même moi. Je veux arriver en compétition serein. Je me suis préparé. J'arrive. Je ressens du stress. Réaction physiologique. C'est mental. Pourtant, c'est pas cette petite voix à l'intérieur. Donc, ça va être l'ensemble des réactions qui vont être, on va dire, cognitives, psycho-affectives. Ça va aussi être l'ensemble des croyances et aussi des comportements psychosociaux, c'est-à-dire le regard des autres va avoir une influence sur moi. Donc tout ça, ça va être un travail qu'on va pouvoir faire ensuite en préparation mentale. On mettra dans le mental, en tout cas dans la préparation mentale, plusieurs habiletés mentales. La concentration, l'attention, la capacité à se fixer des objectifs,
Et c'est vrai que, par exemple, il y a plein d'athlètes qui n'arrivent pas forcément à se fixer des objectifs correctement. D'accord. Il va y Est-ce que c'est par avoir... avoir une vision long terme Oui, qu'on par a du exemple. mal peut-être à imager? Certains vont arriver à se mettre une vision à long terme très précise et parfois un peu angoissante, d'ailleurs. Ok. Et d'autres arriveront à avoir bien des étapes, mais sans avoir un sens précis pour l'arrivée. Donc on va avoir ces deux fonctionnements, mais la fixation d'objectifs, c'est arriver à se fixer des objectifs certes ambitieux, précis, mesurables, concrets, mais aussi avoir la conscience des étapes. Après, c'est un vaste sujet, on développera même tout un épisode là-dessus. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel historique, donc de nous raconter un peu comment ça a commencé, la préparation mentale dans le sport, quand est-ce qu'on a commencé à s'y intéresser vraiment? Oui, bien sûr. On retrouve les premières traces de préparation mentale, en tout cas de prise en compte de cette dominante-là pour pouvoir être performant dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on voit des rituels de préparation mentale, notamment, comme très souvent dans les milieux de performance, l'entraînement a suivi le même chemin dans l'armée, dans les arts militaires. Donc, à l'époque, c'était à travers des rituels de tam-tam, de tambour, donc incluant de la musique. Et finalement, c'est des rituels qu'on retrouve aujourd'hui dans les sports co, dans les causeries, comme on dit, de vestiaire. Les célébrations. Et les célébrations. Tout à fait. Donc, il a fallu attendre le début 1920 pour vraiment parler de préparation mentale, où les psychologues se sont intéressés à cette dominante-là, en partant d'un constat tout simple. C'est un psychologue américain, Griffiths, qui affectionnait particulièrement le vélo, le cyclisme, on va dire même, parce qu'il roulait assez souvent, et il se rend compte que quand il est en groupe, il arrive à faire de meilleures performances que lorsqu'il est seul. À partir de là, il s'est dit, tiens, il y a un truc dans la motivation collective qui influence ma performance. Maintenant, la préparation mentale, en tout cas en France, elle s'est organisée, notamment autour de la psychologie du sport, dans les années 80. Donc c'est un domaine très récent. Donc c'est assez récent, oui. Ouais. C'est assez récent. Et puis la préparation mentale est un domaine qui regroupe plusieurs outils dont on parlera dans quelques instants, pour bien les détailler, pour bien comprendre ce qu'est la préparation mentale, quels sont les outils utiles, quelles sont les dérives possibles et dont il faut se méfier, pour qui ça va être utile et à quel moment. Donc, c'est un domaine qui est assez vaste. Maintenant, la préparation mentale, pour moi, elle a 5 cercles, en fait. Quels sont ces 5 cercles? Ouais. Je savais que j'allais vous bluffer là-dessus. Moi, je m'attendais à des triangles, mais bon. Et ouais. En fait, le premier, on pourrait imaginer plusieurs cercles, et avec au centre le premier préparateur mental. Le premier préparateur mental, c'est l'athlète, c'est le sportif lui-même, qu'importe son niveau. Le deuxième cercle, qui correspond au second préparateur mental, ça va être les parents. D'accord. Ok. Le troisième, ça va être la famille, ça va être les proches. Donc, dans les proches, j'inclus la famille, mais j'inclus aussi l'entraîneur. Même s'il n'a pas la même posture, puisque c'est une posture souvent de travail professionnel, on va le mettre dans ce cercle-là. Le quatrième cercle, c'est le préparateur mental, et c'est le staff qui s'occupe de cette dimension-là. Donc, on va retrouver les psychologues du sport et les préparateurs mentaux, essentiellement. Et le dernier cercle, qui influence sur le mental aussi, qui peut avoir un impact de prépa mentale, c'est le public. J'en étais sûre. Ah ouais. J'en étais sûre. C'est le public et c'est le média. En fait, ces 5 cercles-là nous permettent de mieux comprendre tous les intervenants. Il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est quand même les plus courants. Tous les intervenants qui peuvent avoir une influence sur l'athlète. Positive et négative. Bien sûr. On le voit, c'est-à-dire que des athlètes peuvent être complètement transcendés par ce 5e cercle du public. Ouais. Il peut aussi être complètement dévastateur. Et du coup, est-ce qu'on peut donc fonctionner avec seulement 1 ou 2 cercles sur les 5, ou il faut les 5 pour vraiment arriver à... Parce que les anneaux olympiques, ils en ont que 2. En fait, l'idéal, ce serait que le premier cercle n'ait pas besoin des autres et que les autres n'aient qu'une influence positive. Alors là, c'est un peu un monde idéal. C'est un monde idéal. C'est un monde idéal. D'accord, ok. Pas facile. Mais déjà avoir conscience que les différentes personnes qui sont autour d'un athlète font partie de ces cercles-là,
même s'ils n'en ont pas connaissance, même s'ils n'ont pas les outils, c'est déjà un grand plus. Alors, on ne demandera pas un stade entier ou à toute une nation de prendre en compte ce cercle, ça serait irréaliste. Néanmoins, comprendre que, tiens, en tant que parent, j'ai un rôle dans le mental de l'athlète, en tant qu'entraîneur, en tant que kiné, en tant que nutri aussi, je vais avoir un impact. Donc, ça peut déjà être drôlement aidant. En plus, ça permet une chose, ça permet de remettre les préparateurs mentaux à leur place. Ils ne sont, en définitive, qu'au 4e cercle. Du coup, il faut d'abord que les 3 premiers fonctionnent avant qu'on fasse appel à eux. En fait. Ouais. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est que bien souvent, le préparateur mental, en préparation mentale, on va se débrouiller pour faire en sorte que les autres cercles fonctionnent suffisamment bien pour nous ne plus être utiles. Oui, parce que souvent, peut-être que le 4e cercle, justement, donc les préparateurs mentaux, vont aller pallier les cercles qui sont avant. C'est-à-dire, comme on l'a dit, il peut y avoir un petit peu des positions néfastes ou négatives, ou comme on dit, par exemple, le positif attire le positif. Donc, c'est sûr que s'il y a un entourage, une famille, des entraîneurs qui élèvent l'athlète vers le haut, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que, et puis des fois, il y a les susceptibilité des gens, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Bah, les préparateurs mentaux, en fait, ils ont aussi ça à réparer, entre guillemets. Même, je sais pas si c'est le bon terme. Parce que justement, dans un de tes livres, tu parles de réparation mentale, justement. Tu déplores qu'on fait souvent de la réparation mentale et pas de la préparation mentale. Oui, oui. On attend toujours le dernier moment, en fait. C'est ça, on attend encore le dernier moment. C'est vrai que ça, c'était dans mon premier livre, je crois. Dans le deuxième aussi, ça. Dans le deuxième aussi, j'ai recommencé. Tu parles de réparation mentale. Il va falloir un 3e livre, en fait, ça va pas. En gros, tu disais que c'est souvent un peu trop tard et que du coup, on fait de la réparation mentale et pas de la préparation mentale. Exact. En fait, l'idée de la préparation mentale, ce serait apprendre comme la préparation physique, c'est-à-dire avoir un plan. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à travers ces épisodes. C'est qu'on va suivre un plan chronologique et qui va être en plus assez pensé sur toute la saison. Pour finir en apothéose sur les saisons des différentes compétitions. Quel teaser pour le reste. En fait, c'est vrai que je tente. On commence seulement à comprendre maintenant que c'est un entraînement comme ça pourrait être pour le physique, technique et autres. Le mental. Complètement. Ensuite, il y aura un temps pour tout. Tu vois, souvent en début de saison, comme là, c'est le bon moment pour travailler sur la fixation d'objectifs, la motivation. Qu'est-ce qui m'amène à me motiver ? Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous pourrez nous retrouver sur ces épisodes, les prochains épisodes où on abordera ça ensemble. Donc, la fixation d'objectifs, la motivation, développer la concentration, la peur de faire des erreurs, notamment à l'entraînement, pour pouvoir dépasser cette peur-là, pour pouvoir s'entraîner mieux. Et donc, du coup, mieux se préparer pour les compétitions. Ensuite, il y aura tout un pôle dans la préparation mentale, qu'on abordera aussi, sur la gestion des émotions. Alors, sacré sujet, ça. Ça, c'est un sacré sujet. Ouais, mais très, très intéressant. Ben oui, parce qu'en fait, comprendre qu'on est des humains, ça voudrait dire complètement adhérer au fait qu'on a des émotions en tant qu'humain. Et bien souvent, on a eu un modèle du sportif qui n'a quasiment pas d'émotion, presque machine. Dans notre terme, c'est quelqu'un de dissocié. Ça ne veut pas dire qu'il est dissocié tout le temps, ça veut juste dire qu'on attend du sportif que ce soit une machine avec une régularité presque impeccable. Ça, c'est le modèle très cybernétique et qui a été drôlement prôné pendant les années 70 durant la guerre froide. Aujourd'hui, on voit bien que les émotions, si on les enferme, elles finissent un moment par péter. Donc l'objectif, ça va être de comprendre d'où viennent les émotions, qu'est-ce qui fait qu'elles s'activent à certains moments ou pas, quel intérêt elles peuvent avoir. Et là, c'est une question qui est centrale, c'est bien des athlètes arrivent en préparation mentale en disant j'ai de la colère, je veux plus ma colère, ou j'ai de la peur, je veux plus ma peur. Mais il y a des triggers aussi des fois. Bien sûr. Justement, trouver ces triggers qui font que ces émotions, elles arrivent. Et pourquoi elles arrivent ? Complètement. Parce que c'est comme toujours, si on connaît la provenance, c'est peut-être plus facile aussi du coup de pouvoir la gérer après. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, la provenance permet de comprendre ce que tu appelles un trigger, qui est le terme... un élément déclangeur, pardon. Un élément déclencheur. Cet élément déclencheur-là, le cerveau, le sportif, le cerveau, le corps, l'a appris à un moment donné pour une raison.
C'est vraiment ce qu'on appelle, ça vient de la théorie des behavioristes, hein, c'est Pavlov, quoi. Il va y avoir un moment, un signal, une émotion. Si ce signal-là revient, l'émotion revient, et ainsi de suite. Dans d'autres termes, ça s'appelle un ancrage. Et comprendre où sont ces ancrages permet ensuite de les désactiver pour remettre du choix. Et c'est vraiment le but de la préparation mentale, c'est remettre du choix là où le sportif n'en avait plus ou plus autant que ce qu'il désire. Et donc tu parlais de cercle. Est-ce que tu as vu des sportifs qui étaient capables de faire tout le travail en fait tout seul de préparation mentale? Oh, Très bonne On a déjà question. vu ou... J'ai vu des sportifs être capables de faire une grande partie du travail tout seul et ne pas avoir besoin de préparateurs mentaux. En tout cas, pas du quatrième cercle. Être performant sans préparation mentale vraiment avec une aide extérieure. En tout cas, pas avec ceux du quatrième. D'accord. Mais par contre, j'ai vu des parents être d'extraordinaires préparateurs mentaux sans même le savoir, sans avoir Ah oui. aucune connaissance. Donc vraiment arriver à avoir un ton juste sans vraiment le savoir en fait. Oui. Donc, c'est plus ça. Maintenant, j'ai vu aucun champion réussir seul. C'est-à-dire que de toute façon, il y a toujours un staff autour, il y a toujours... Est-ce qu'aujourd'hui tous les grands champions ont de la préparation mentale ou est-ce qu'il y a encore des exceptions ou des gens qui ne font pas de préparation mentale ou... Non, il y a des exceptions. Ouais. Hein, il y a plein de sportifs qui ne font pas de préparation Ouais. mentale. En tout cas, pas avec un préparateur mental ou un psychologue du sport. D'accord. mais Main- peut-être qu'ils ont d'autres choses. Parce Oui. que c'est quand même... C'est dur à croire quand même qu'on peut effectivement être tout seul jusqu'au bout. Non, la réussite, elle est jamais seule. Ouais. Jamais. Mais en fait, ils font... Comme on dit, il y a un entourage, il y a toujours quelque chose, il y a quelque chose qui nous pousse dans le fond. On n'est jamais seul quand on fait dans Mais- une épreuve, dans une réussite. Mm. C'est impossible. Mais du coup donc vraiment l'entourage joue ce rôle de préparateur mental en fait. Ouais. Maintenant, attention, il y a plein de sportifs qui font des choses incroyables par eux-mêmes et qui ont Bien été sûr. pensées et Oui. qui ont été théorisées par certains. Je pense à un sportif que je côtoie, champion en kickboxing, qui, quand il était ado, il était en train de faire des abdos et s'imaginer gagner la ceinture de champion du monde de kickboxing. Et il faisait 1000 abdos tous les jours. Donc c'est vraiment, l'anecdote est vraie, hein. 1000 abdos tous les jours en visualisant toutes les étapes de son parcours. Et aujourd'hui, il a 28 ans de mémoire, hein, peut-être 27. En tout cas, il dit, mais là j'ai lu des bouquins de prépa mentale et tout, mais tous les trucs de visualisation, mais moi je faisais ça tout seul dans ma chambre, là, il n'y a pas besoin d'écrire un bouquin là-dessus, j'avais trouvé le truc, quoi. D'accord. Et effectivement, il dit, tout ce que j'ai visualisé, je l'ai obtenu, je l'ai vu, je l'ai réussi. Donc, en fait, dans les outils de la préparation mentale, je pense que la prépa mentale a quelque part codifié certains outils pour mieux D'accord. pour mieux les comprendre, 2, pour mieux les transmettre, 3, pour comprendre aussi leurs limites et arriver à mieux les ajuster au bon moment. Dans ces outils, il va y avoir la visualisation et l'imagerie. C'est un des principes fondateurs de la prépa mentale, c'est-à-dire arriver à se projeter sur une épreuve le lendemain ou sur un geste à effectuer. En fait, on en fait tous, hein, d'ailleurs, de l'imagerie. En fait, Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Pour gagner en fait il faut se voir gagner en fait c'est un peu ça l'idée. Oui. Alors, c'est effectivement une des idées. Ouais. Maintenant, il y a plusieurs marqueurs dans l'imagerie. On peut faire de l'imagerie motrice, c'est-à-dire vraiment sur un Sur un mouvement. geste. Donc, pour acquérir un geste, pour travailler un geste, l'affiner de façon plus précise, en respectant certaines règles, qu'on détaillera dans un épisode dédié. On va faire aussi de l'imagerie plutôt mentale à fonction émotionnelle. Donc là, c'est le moment où je me vois gagner, je me vois réussir, je me vois la tête haute, je me vois arriver souriant. Aucun intérêt pour le geste, énorme intérêt pour l'affect. Il va y avoir des techniques de régulation des cognitions, des pensées. Donc là, ça va être tous les outils de méditation, tous les outils de respiration, de pleine conscience. On retrouvera également la respiration dans le domaine de la régulation physiologique, par exemple tout ce qui est sur le stress. Donc, ça fait partie aussi de la prépa mentale. Et finalement, c'est juste ces 3 outils-là, on les retrouve dans des disciplines telles que le yoga, par exemple. On visualise le mouvement de la respiration, les muscles qui se relâchent et ainsi de suite. Donc, un sportif qui ferait du yoga, en définitive, utilise déjà certains outils de la préparation mentale, parfois sans le savoir, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose. Tu parlais de gestes donc on peut presque apprendre un geste technique en fait en le visualisant. Alors, dans certaines mesures, Oui. on ne va pas
apprendre un geste technique, mais aujourd'hui, on sait qu'on peut l'améliorer. D'accord. Les études qui ont été notamment faites à Lyon par le labo de recherche où travaille Émeric Guillot, ont fait plusieurs études sur l'imagerie. Émeric, qui intervient donc dans l'institut de prépa mentale que je dirige, et il a fait par exemple une étude où on a pris des judokas qui réalisaient un kata, donc des katas de judo à vitesse idéale, donc c'est des experts qu'on a pris. Et puis ensuite on a pris 3 groupes, on a divisé ce groupe en 3, un groupe qui ne faisait rien, un groupe qui visualisait et qui, j'ai eu du mal à le dire, je vais le redire, qui visualisait leur kata mais à vitesse légèrement accélérée, et un autre qui faisait la même chose mais à vitesse plus lente. 5 jours plus tard, après 5 séances d'imagerie, des séances de 10 à 20 minutes, pas plus, 5 jours plus tard, on leur redemande de faire le kata et on voit que la technique a changé, que la vitesse d'exécution a changé. Autrement dit, en partant d'un geste qui est déjà bien fait, on peut avoir une influence dessus. D'où l'importance de respecter certains paramètres. On peut détériorer la qualité d'un geste en juste 5 séances d'imagerie si on ne respecte pas la chronologie, la chronométrie, on appelle ça. C'est assez fou, ça. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue parce que bien des athlètes, ou pas forcément des athlètes, mais se voient faire en accéléré quelque chose qui leur prendra plus de temps, et ils ne se rendent pas forcément compte que cette pratique-là peut être davantage délétère qu'efficace. Maintenant, il y a d'autres outils. En prépa mentale, il y a aussi tout l'aspect sur les émotions. Il y a les outils d'hypnose et d'auto-hypnose. Il y a l'outil de sophrologie, qui est un outil hyper intéressant afin de pouvoir se reconnecter au corps. La sophro a cette faculté de, notamment par des techniques comme le body scan, de donner une attention et une connexion au corps, une conscience corporelle hyper intéressante. Et en plus de ça, elle s'inspire de techniques issues de la méditation et de la pleine conscience autour de la respiration. Donc on retrouve ce lien corps et mental dans cette technique-là. L'hypnose, c'est une des techniques les plus, à mon sens, efficaces sur la régulation des affects. Il y a plein d'études sur l'impact sur la physiologie, notamment le travail sur la souffrance, sur la douleur. Donc tout ça, ce sont des outils dans lesquels on prendra un peu de temps pour en parler sur les prochains épisodes. Oui, et d'ailleurs, on a fait un podcast aussi, notre 4e podcast, vous pouvez aller revoir, parce que c'était justement avec Jonathan sur l'hypnose et l'auto-hypnose. Donc du coup, au service du sport. Donc n'hésitez pas, en tout cas. Tout à fait. Donc l'hypnose. Là, vous aviez bien déjà posé votre loupe sur l'outil d'hypnose. Mais parce que c'était très intéressant. On a été hypnotisés en plus pendant 1 heure. Après, donc, t'es un peu un spécialiste aussi, donc c'était oui. l'occasion. Donc en fait, l'hypnose peut vraiment jouer sur la douleur, en fait, la souffrance. Ouais. Alors, c'est marrant parce que tu as repris les deux mots, et moi j'ai Oui. fait cette distinction entre les deux. Tout à fait. On va séparer la douleur de la souffrance. Certaines choses nous font souffrir, Oui. certaines actions, certains entraînements, par exemple, peuvent nous faire souffrir, pourtant sans douleur, et certaines douleurs peuvent ne pas nous faire souffrir pour autant. Donc il y a un contraste entre D'accord. les deux. Si je devais faire un peu court, la douleur, c'est le corps qui a mal et qui dit stop. La souffrance, c'est l'ego qui a mal et qui dit stop. D'accord. Pas que l'ego, mais oui. On différencie le corps Pas et que l'ego. l'ego, L'âme mais aussi. ouais, l'âme. En tout cas, c'est tout ce Enfin, c'est fonctionnement intérieur, quoi. qui est autour parfois de la douleur, mais parfois aussi d'une douleur qui est pas forcément, je vais pas dire réelle, mais pas Visible. perçue ou pas visible. Mais la souffrance va venir de cette cognition, notamment sur l'individu, ce jugement, cette autocritique qui va dire t'es vraiment nul, t'y arriveras jamais, encore une fois, t'as les jambes lourdes, t'es pas capable, t'es vraiment un bon à rien, t'es vraiment le dernier de l'équipe. Bon, La dévalorisation, c'est l'horreur. et toute cette dévalorisation-là va amplifier finalement certaines sensations. Donc effectivement, il y a ce contraste. Et pour travailler sur l'identité, il y a certains outils, et notamment sur le fait d'arrêter de se dévaloriser et de ne plus se faire souffrir, parce qu'au final, très souvent au niveau mental, le premier bourreau, c'est pas forcément ceux du 5e cercle, hein. C'est pas C'est le les premier. médias, c'est le premier. C'est le premier, mais même dans la vie de tous les jours, on est dans tous les cas notre propre bourreau. Oui, régulièrement. Ouais. Régulièrement. Mais on s'en rend pas compte parfois. Et parfois, c'est trop facile d'ailleurs de remettre la faute
chez les autres, justement sur ces autres cercles, Mhm. alors qu'au final, c'est regardons le premier de plus près. Exactement. Et c'est pour ça que durant toute cette saison qu'on va passer ensemble, on va apprendre, en définitive, à prendre soin du premier cercle à travers les différents épisodes qu'on va traverser ensemble. Pourquoi faire ? Pour qu'à un moment donné, même si le résultat n'est pas obtenu, on n'a pas réussi l'objectif, au moins on a pris soin de nous et on termine une saison plus satisfait, plus heureux, D'accord. plus épanoui qu'au début. Et c'est vraiment, à mon sens, une saison sportive réussie, et peut-être même toute une carrière sportive réussie, et peut-être, si on extrapole les différents domaines professionnels en général, c'est à la fin, suis-je plus heureux ? Est-ce que je suis plus épanoui ? Est-ce que je me connais mieux ? Est-ce que j'ai évolué en tant que personne ? Et ça va être tout le but, justement, de... En fait, tu dissocies vraiment résultat et épanouissement du coup personnel. Oui, complètement. Ce qui n'est pas toujours facile. C'est pas facile. C'est le why et le big why. Oula, attention. Alors, le why, c'est le pourquoi vous faites les choses. Et certains auditeurs aujourd'hui pourraient très bien se poser la question. Pourquoi, à travers ce podcast ou à travers vos activités, vous faites quelque chose ? Ça, c'est votre why. Pour réussir, pour progresser, pour courir plus vite, pour réussir à faire un 10 km. Ça, c'est le why. Le big why, c'est le pourquoi c'est important, le pourquoi du pourquoi. Si je donne un exemple, alors je ne vais pas pouvoir le mimer comme ça, mais le résultat. Je pratique pour pouvoir être champion olympique. Ça, c'est le drapeau. C'est un drapeau. Ouais. Mais ce drapeau-là, il est accroché à un mât. Et le big why, c'est le mât. C'est-à-dire que le drapeau, des fois, il va être en berne, des fois, il va souffler dans le mauvais sens, des fois, il va être pile poil dans le sens qu'on veut. Tu l'as créé celle-là ou cette image ou... Ah ben, elle vient d'arriver là. À l'instant. Il va être chahuté, ce résultat-là, ce why-là. Mais ce qui ne doit pas être chahuté, c'est le big why, le sens profond de ce que je fais à travers l'action. Parce que ça, une fois que la carrière sportive ou que le résultat sera obtenu, le drapeau disparaît, il faudra en hisser un autre. Et le mât, lui, par contre, Il restera. il restera. Et même après une carrière sportive, le mât, il restera. Et au moment où il n'y aura plus d'autres drapeaux à hisser, en tout cas plus dans la carrière sportive, ce mât-là, il restera et il continuera de guider les prochaines actions de la personne. D'accord. Belle image. Bah écoute, Ça, c'est parlant, ravi. ouais. J'espère que ça parle. Ouais. Donc voilà, c'est à travers finalement, c'est un peu tout ça qu'on va aborder. Donc on va vraiment prendre soin de vous. Hein. Oui. Pendant Et toute un peu- cette année, en tout cas, on est là pour ça. Et un peu de nous aussi, du coup. Eh oui. Et alors, oui, parce qu'il y a des sujets, clairement, ils vont m'aider. Tu sais, on est bien que des sportifs, et y compris dans la démarche olympique, cherchent la perfection. Ça reste quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à atteindre. Et c'est ce qui nous rend aussi beau. Hein. C'est la quête d'une vie. Hein. C'est cette quête, complètement. complètement. Donc, prochain épisode, je pense qu'on va parler tout de suite d'un domaine fondamental. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'attendre, celui-ci, parce que si on fait deviner l'émotion qui, je pense, touche le plus de personnes au monde. Oui, certainement. Ouais. Clairement. Ouais. Et moi, la première. On le dit. Bon. Vas-y. Le stress. Eh oui. Et je suis très stressée quand je vous dis ça d'ailleurs. En fait, effectivement, on va parler de ça, on va dédier tout un épisode à ça pour parler du stress du sportif, mais aussi, si c'est bon pour un sportif, c'est bon pour tout le monde. Hein. C'est bon pour tous les auditeurs. Effectivement, le stress, qu'est-ce que c'est ? Le stress, à quoi ça sert ? Est-ce que ça peut nous aider ? Est-ce que ça nous aide pas ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut le mesurer ? Dans quelle mesure surtout on peut l'impacter ? Aujourd'hui, on sait que le stress c'est une réaction, une sensation, une émotion qu'on retrouve de plus en plus tôt dans l'âge d'un adulte. En tout cas, dans le développement, on retrouve maintenant des enfants stressés à 8 ans. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le long de la journée. L'entraînement peut être stressant, le travail peut être stressant, les relations peuvent être stressantes. Donc, il y a de quoi faire un sacré sujet. En tout cas,
qui jalonnent un petit peu nos journées. Et on parlera aussi, parce que moi je sais que sur ce sujet, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a le stress et il y a l'anxiété. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses où il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à différencier les deux. Et ça, je pense qu'on l'abordera aussi, parce que ça reste deux émotions très différentes, l'anxiété et le stress. Et qu'on gère d'ailleurs de manière très différente. T'as teasé beaucoup. C'était un bon teaser quand même. On arrête de un peu teaser. trop, on s'arrête là. En tout cas, on va s'arrêter là. Pour donner la suite, tout ce qu'on va aborder, on l'a pensé pour autant des enfants, des parents, des entraîneurs, des préparateurs mentaux, des sportifs, bien sûr. Et je ne sais pas si on peut le dire, mais si les auditeurs, vous avez envie qu'on aborde certaines choses, vous pouvez tout à fait laisser un commentaire juste en dessous. De toute façon, ils ont le droit de tout faire. Donc, vous avez le droit de tout faire. Non, bien évidemment, on prend si même là, par exemple, vous allez savoir donc du coup qu'on va parler la prochaine fois du stress. Si entre-temps vous avez des questions, on pourra aussi toujours y répondre en commentaire. On pourra aussi faire des stories, en tout cas faire des messages pour répondre à certaines questions, ou même par rapport à ce podcast-là, on essaiera en tout cas d'être présent aussi pour vous, parce que ça peut-être aussi soulever quelques questions chez nos auditeurs. On ne pourra pas traiter les cas particuliers, parce que dans ces cas-là, vous appelez directement Jonathan, mais sportif ou pas sportif, il sera là pour vous. En tout cas, merci beaucoup. Et puis c'est parti pour ton mental à la loupe. Du coup, on se dit rendez-vous dans un mois pour l'épisode 2. Rendez-vous dans un mois. Voilà, et petite précision, du coup, ce sera le premier mardi de chaque mois, où on aura donc du coup cette chronique, ton mental à la loupe, parce que c'est bien le tien qu'on va aller chercher en tout cas, et qu'on va aller protéger, aider et tout ça. Pour être sûr de rien manquer, il faut liker la page Le sport à la loupe. Le sport à la loupe. N'hésitez pas à vous abonner, Ouais. petite notification, activez la cloche, laissez-nous des commentaires, des étoiles. Vous connaissez le principe, on prend tout. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas également à suivre donc du coup Jonathan, qui est un invité de choix, très clairement pour ces sujets. C'est pas pour rien qu'il est là. Et également donc du coup avec son institut IPM Sport. Oui. Parce que vous imaginez bien quand même qu'il est qualifié pour nous parler de. Il sort pas de nulle part. de tout ça quand même. On vous envoie pas dans le mur. Voilà. Bon. À très bientôt. À très vite. Merci à tous.